Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron, dragueur de vieux messieurs, une légende. Dati à Gabriel Attal, je vais transformer ton chien en kebab, la zizanie. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Claudine Voirin, Thomas Bouchard, Dimitri Chagounov. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. La réinformation se développe, c'est grâce à vous, car vous avez tout compris. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci encore. Rachida Dati, c'est une sacrée recrue pour Emmanuel Macron. C'est un mélange de la vulgarité de Marlène Schiappa et de la méchanceté d'Elisabeth Borne. Flash, je vais transformer ton chien en kebab, a lâché la ministre de la Culture Rachida Dati à Gabriel Attal, furieuse des coupes budgétaires dans son ministère. Et elle enchaîne sur Bruno Le Maire, tuer une grosse matière fécale. Le pauvre Bruno Le Maire en est tout dilaté. On va faire un petit crochet par le XVIIIe siècle, un bourguignon de Montbard, le comte de Buffon, qui expliquait que le style est l'homme même. Alors, si le style est la femme, Rachida Dati, eh bien on reconnaît une sorte de harpie violente, mafieuse et vulgaire. Et c'est elle qui représente la culture en France. Est-ce qu'elle a participé au choix d'Aya Nakamura? Bien évidemment. Avant, sous le général de Gaulle, on avait André Malraux. Aujourd'hui, on a Rachida Dati, une véritable poétesse. Et la presse reprend les propos de Rachida Dati. Ton chien en kebab, grosse M. Les propos un peu trop cash de Rachida Dati aux autres ministres. La ministre de la Culture, Rachida Dati, n'a pas sa langue dans sa poche. Le Monde révèle de vifs échanges entre elle et autres ministres. Mais rappelons qui est Rachida Dati. L'affaire Rachida Dati, la ministre de la Culture, était au cœur d'un système corrompu, la mafia, avec des virements d'un financier mystérieux sur son compte bancaire, des relations sulfureuses et des intérêts privés jamais loin de ses positions publiques. Pour en savoir plus, je vous renvoie aux entretiens que j'ai consacrés à Rachida Dati. Rachida Dati, culture, ce sont des oxymores. On pourrait en ajouter d'autres. Dupond-Moretti à la justice, Darmanin, ministre de l'Intérieur, là encore, des oxymores. Mais Rachida Dati vient de découvrir que lorsque l'on se vend, on est obligé de s'abaisser, de se souiller. Dans le Figaro, Rachida Dati annonce la fermeture de certaines écoles d'art en France. Vous comprenez mieux la colère de poissonnière de Rachida Dati. Elle fait le sale boulot. La France compte 43 écoles supérieures d'art plastique, dont 10 sous tutelle du ministère de la Culture, qui envisagent de fermer celles se trouvant en situation de crise. Traduction, il n'y a plus d'argent. Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont exigé de Rachida Dati des coupes budgétaires. Elle choisit donc de fermer des écoles d'art. La ministre de la Culture qui ferme des écoles d'art. Tout un symbole. Il y a 20-30 ans, on ouvrait ces écoles et aujourd'hui, on les ferme. À cause de qui? Emmanuel Macron et sa politique. Petit rappel d'hier, finances publiques, où trouver les milliards? Et oui, c'est l'heure de l'addition. Emmanuel Macron a dépensé des centaines de milliards et aujourd'hui, il en manque 50. Donc, il faut couper dans tous les budgets. Et comme il est écrit dans l'article de la Tribune, cela va être sanglant. Pendant ce temps-là, si vous avez suivi mon entretien d'hier, Bruno Le Maire écrit des programmes politiques, ce qui lui vaut les moqueries d'Emmanuel Macron. Il devrait en parler au ministre de l'économie. Macron raille les propositions du dernier livre de Bruno Le Maire. Invité mardi soir de France 5 pour la promotion de son 6e ouvrage publié depuis 2017, le patron de Bercy préfère ignorer les commentaires qui sont dans la presse et qui sont également du président de la République. Il y a un instant, je vous montrais la zizanie qui régnait au sein du gouvernement entre Rachida Dati, Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Eh bien, entre le président de la République et son ministre de l'économie,
c'est pas mal non plus. La suite. D'autant plus qu'Emmanuel Macron a décoché une autre flèche contre Nono le neuneu. Il y a un temps pour l'écriture et un temps pour l'action, et ils sont rarement conciliables. Quand des ministres écrivent des bouquins, ça donne toujours le sentiment qu'ils n'ont rien d'autre à faire, a-t-il encore cinglé. Des pics qui ne font visiblement pas changer Bruno Le Maire d'un iota. Et c'est ce même Bruno Le Maire qui va à l'Assemblée nationale demander des idées pour faire des économies. Oui, vous ne rêvez pas. Faites-moi des propositions d'économie. Bruno Le Maire invite les parlementaires à lui soumettre des axes de remboursement de la dette française. Par exemple, 12 millions d'euros d'économies en sortant de l'Union européenne. Les 12 milliards sont la contribution nette de la France à l'Union européenne. Oui, ça c'est une première piste. Mais nous allons plutôt aller vers ce genre de choses. Suppression des programmes sociaux tels que l'aide sociale, les allocations familiales, les aides au logement, la réduction drastique des budgets de santé, et puis nous avons vu hier une réduction des indemnités chômage. Oui, moins de social, plus de libéralisme et donc plus de pauvreté. Cela fait 10 ans que la France n'investit plus dans ses infrastructures. Et les Français sont en danger. Ils sont en danger, vous le savez, lorsqu'ils vont à l'hôpital, qui manque de moyens. Ils sont en danger quand ils se promènent dans la rue. Il n'y a pas suffisamment de policiers, la justice ne fait pas son travail. Et maintenant, les Français sont en danger lorsqu'ils empruntent des ponts. Effondrement d'un pont dans le Gard. Dans quel état se trouvent ces ouvrages en France? Le récent effondrement d'un pont dans le Gard a relancé l'inquiétude sur l'état de ces infrastructures en France. Et si un seul blessé est à déplorer, le souvenir du drame de Gênes avec la rupture du pont Morandi en 2018 est toujours vif dans les esprits. Dans quelles circonstances ce pont s'est-il écroulé? Eh bien, un camion l'a emprunté et le pont s'est effondré avec le camion. Il n'y a qu'un blessé léger. Et lorsque l'on regarde l'état de nos ouvrages d'art, nos ponts, eh bien on constate que c'est plus de 30 000 ponts qui sont mal entretenus et 10% qui pourraient s'écrouler. La France n'investit plus dans ses infrastructures. Non, la France, sous Emmanuel Macron, a dépensé des centaines de milliards. Oui, des centaines de milliards qui ont été gaspillés pendant la période de la pandémie. Et je parlerai dans un instant, bien évidemment, des milliards gaspillés en Ukraine. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron va encore une fois à Marseille nous rejouer strictement le même numéro. Souvenons-nous, en 2023, il nous expliquait Marseille en grand, c'est l'acte 2, parce qu'en 2021, il avait fondé le premier acte. Emmanuel Macron revient passer 3 jours dans la cité phocéenne le lundi 26 à mercredi 28 juin 2023 avec de nouvelles annonces pour l'aider à combler ses retards, à retrouver toute sa place de porte d'entrée sur la Méditerranée en Europe. Vous savez, ce qui me scandalise le plus, c'est que les journalistes oublient de rappeler aux Français que Macron va à Marseille tous les ans, 2021, 2022, 2023. En 2023, en juin 2023, j'avais tourné un entretien qui rappelait les discours d'Emmanuel Macron sur Marseille. À chaque fois, il promet des milliards pour éradiquer le trafic de drogue et il prétend que Marseille sera la vitrine de sa politique. Alors il est certain que lorsqu'il se rend à Marseille, les poubelles sont ramassées, on arrête 2-3 trafiquants. Mais il y a la réalité sur la durée. Son bilan n'a jamais été aussi catastrophique. Narcomicide, oui, comme vous, j'ai découvert ce terme, ce sont les victimes des règlements de compte entre trafiquants. 49 tués, 126 blessés et un trafic en hausse. Et Emmanuel Macron ose encore se présenter à Marseille. Quant aux journalistes de la presse aux ordres, ils essaient de trouver désespérément un Marseillais qui ne soit pas déçu par Emmanuel Macron. Et nous avons également les mêmes images scandaleuses. Calmez vos petits CRS. Si des gamins de cité n'hésitent pas à prendre à partie ainsi le président de la République, imaginez ce que font les caïds. C'est une très belle illustration de ma vidéo d'hier de la politique de Najat Vallaud-Belkacem.
Il est temps maintenant d'ouvrir notre dossier Emmanuel Macron et les vieux messieurs. Comment l'appelle-t-on d'ailleurs au Parti socialiste Emmanuel Macron? D'ailleurs, comme la journaliste Anne Fulda l'explique bien dans son livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, vous imaginez avec ce titre la géographie, le candidat à l'élection présidentielle, nous sommes en 2017, est aujourd'hui encore parfois moqué pour ses fréquentations transgénérationnelles. Cela lui a même valu un surnom de la part de Julien Dray, qui en riant l'appelle le dragueur de vieux. Est-ce vraiment pour rire? Parce que Julien Dray est connu pour ses vannes venimeuses. Ce n'est pas un secret d'État, Emmanuel Macron a gravi les échelons du pouvoir grâce aux vieux messieurs Gérard Collomb, David de Rothschild, Philippe Grandjean, Jacques Attali à la main, et même François Hollande. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux à qui il a brisé le cœur. Le premier, son mentor, Henri Herman. Est-ce que vous connaissez Henri Herman? Henri Herman est un millionnaire, sa fortune était estimée à 220 millions d'euros et il était très influent au Parti socialiste. La rencontre. Ce fut un véritable coup de foudre en 2002. Les deux hommes se rencontrent dans l'Oise en 2002. Emmanuel Macron, alors énarque, est en stage à la préfecture où son aîné a créé la zone commerciale de Creil-Saint-Maximin, la plus grande de Picardie. Alors son aîné, c'est bien Henri Herman. C'est le véritable coup de foudre. L'entrepreneur est séduit par ce jeune homme cultivé de 25 ans et sera même témoin à son mariage 5 ans plus tard. C'est aussi auprès de lui qu'Emmanuel Macron emprunte 550 000 euros pour l'achat de son appartement parisien. Waouh, il lui a prêté 550 000 euros et par la suite il l'a pistonné pour le faire entrer dans le gouvernement Hollande. Mais qu'est-ce que lui a fait Emmanuel Macron? Est-ce que Henri Herman était charmé par sa conversation, par ses qualités musicales, Paraît-il que Macron joue très bien d'un instrument de musique. On ne sait pas. Mais lorsque Henri Herman a été délaissé, eh bien là, les choses ont changé. L'interview n'a pas échappé au soutien de François Hollande. Henri Herman se confie dans la presse, qui se sont empressés de planter les dagues que Henri Herman leur lançait. Macron apparaît comme un homme sous influence multiple. Herman l'infantilise, souligne son absence de culture historique, sa dépendance financière et psychologique. Bref, un stagiaire à l'Élysée carrément perturbé. Si Herman balance, c'est qu'il a peut-être été délaissé. Pauvre Henri Herman, il a le cœur brisé et il ne pardonnera pas à Emmanuel Macron cet abandon. Pendant ce temps-là, le jeune ministre va élargir le cercle de ses connaissances ailleurs. Qui va-t-il charmer? Un homme qui est nécessaire pour gagner la présidence de la République. J'ai nommé Jean-Pierre Jouyet. Il est secrétaire général de l'Élysée et entre les deux, c'est encore un véritable coup de foudre. Jouyet ne jure que par Emmanuel Macron. Mais voilà, il va être abandonné comme Henri Herman. Cet Emmanuel Macron, c'est un vrai cœur d'artichaut. Jean-Pierre Jouyet, confession d'un amoureux déçu. Dans l'envers du décor, Albin Michel, Jean-Pierre Jouyet, ami de François Hollande, ancien secrétaire général de l'Élysée, revient sur sa relation avec Emmanuel Macron, dont il fut le mentor pendant une dizaine d'années. Dans sa confession, Jean-Pierre Jouyet raconte que du jour au lendemain, Emmanuel Macron ne l'a plus appelé. Pire, il refusait de répondre au téléphone. Ah, Jean-Pierre Jouyet pensait aller au fond de la chose avec Emmanuel Macron et il s'est aperçu qu'il n'était qu'une conquête de passage. Pourquoi Jean-Pierre Jouyet fait son coming out contre Emmanuel Macron? Eh oui, c'est la déception. Il faut rappeler que c'est Jean-Pierre Jouyet qui est soupçonné d'avoir monté l'affaire contre François Fillon. Eh oui, ils se sont tous bien baissés pour Emmanuel Macron et ils n'ont strictement rien récolté si ce n'est la honte.
Allez, on va changer de sujet. La Russie. Il y avait un débat entre Thierry Mariani et Guetta. Quand l'Union européenne annonce donner 50 milliards à l'Ukraine, les Français en paieront 9. Et Macron a rajouté 3 milliards dans son accord bilatéral avec Zelensky. Dans le même temps, les Français apprennent qu'ils doivent faire 10 milliards d'économies. Cherchez l'erreur. Oui, c'est complètement ubuesque, hein. Nous sommes quasi en faillite et Emmanuel Macron donne plus de 12 milliards à l'Ukraine, mais on a vu que cumulé, cela va atteindre plus de 30 milliards. Les Français ont des ponts qui s'écroulent, ont un hôpital qui ne soigne plus, l'école en faillite, comme la justice et la police, et Emmanuel Macron gaspille notre argent dans une guerre déjà perdue. Aberrant. Il y avait un autre débat qui a opposé toujours Bernard Guetta, mais vous reconnaissez BHL et Dominique de Villepin. BHL, comme à son habitude, travestit la réalité, l'inversion accusatoire, puisqu'il accuse la Russie de ne vivre que par la guerre. Attendez là, on se pince un petit peu. Il y a le plus gros complexe militaro-industriel, c'est bien les USA. C'est bien les USA qui ont livré toute une série de guerres depuis 20 ans pour nourrir ce complexe militaro-industriel. Dois-je les rappeler? L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le financement de l'Ukraine. Et c'est lui qui accuse la Russie. Bon, j'ai pas trop envie de m'attarder sur BHL, on le connaît, j'ai fait de nombreux numéros sur lui. BHL a une fonction, hein, on sait pour qui il travaille, c'est de nous faire croire que des gens extrêmement dangereux sont des soldats de la liberté. En Afghanistan, il y avait des talibans, pour BHL, c'était des soldats de la liberté. Au Kosovo, Loutcheka, c'était des mafieux particulièrement dangereux. Des soldats de la liberté. Et lorsqu'ils se baladent dans un pays à côté de bandéristes, ils nous expliquent que ce sont des gentils soldats. Voilà l'inversion. La parole de BHL est tellement discréditée qu'on ne va pas perdre du temps à le contredire. Autre phénomène, autre polémique dans les médias. Le ministre des Armées dénonce la désinformation russe sur l'envoi supposé de 2000 soldats français en Ukraine. Ce qui lui vaut toute l'ironie de Régis de Castelnau. Dites les gars, faudrait savoir, Tinas, tu y vas ou t'y vas pas? T'y vas, c'est bien, si t'y vas pas, tant pis. Si t'y vas pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi, non ou bien oui. C'est comme ci ou c'est comme ça, ou t'y vas ou t'y vas pas. Alors, pourquoi tant d'ironie? Parce que le jeudi on y va, le vendredi on y va, on ne comprend rien. Exemple, le chef d'état-major des armées nous explique, Pierre Schill, dans sa tribune dans le journal Le Monde, que l'armée française se tient prête, quelles que soient les évolutions de la situation internationale, les Français peuvent être convaincus, leurs soldats sont prêts à partir. 20 000 hommes, rappelle Régis Le Sommier, c'est le contingent que les Russes avaient déployé pour occuper la région de Kherson, uniquement sur la rive ouest du Dniepr. Oui, cela en dit long sur notre faiblesse. Et sur LCU, on nous explique où il faut déployer ces hommes. Et oui, donc on n'envoie pas d'hommes, mais on explique là où il faut les déployer. Sur LCI, on t'explique comment Emmanuel Macron pourrait déployer des soldats français pour servir de bouclier humain en Ukraine. Ces crétins ne savent plus comment décomposer le mouvement de participation de la France à une guerre contre la Russie pour le faire accepter à l'opinion publique. Une méthode déjà utilisée à maintes reprises par ces sociopathes. Je vous mets l'extrait dans ma description et vous pourrez voir le colonel Arbaroutier déployer des régiments français le long du Dniepr. Vous remarquez que le long du Dniepr, comme si déjà Emmanuel Macron avait anticipé le fait que tout l'est de l'Ukraine allait désormais être russe. Une affaire à suivre. En tous les cas, Emmanuel Macron a essayé de manipuler cet envoi de soldats français en Ukraine à des fins de politique intérieure et c'est la catastrophe au niveau international et au niveau des sondages. On a presque envie de dire bien fait. Bonne nouvelle chez les souverainistes. L'union, se dessine. Merci Jean-Frédéric Poisson. L'alliance des souverainistes est une nécessité absolue. Si cette alliance s'accompagne d'une union politique, un grand parti gaulliste, pour peser dans le débat politique français, 1000 fois oui. Mais attention, si les souverainistes le font pour obtenir quelques postes de députés européens puis continuer leur chemin séparément, ce sera
sans moi. Bien évidemment, Gallois de Génération Frexit devrait lui aussi rejoindre le mouvement. Eh bien, enfin cette union des souverainistes. Allez, on va se quitter par quelques facéties. Vous vous souvenez peut-être de ma vidéo d'hier, Olivier Véran rejoint la médecine esthétique. Eh bien, nous avons le premier patient qu'il a opéré. Première opération de chirurgie esthétique d'Olivier Véran. À la semaine prochaine, monsieur Véran. Bon, c'est facile, mais on ne peut pas s'en empêcher. Allez, dernier mot. Vous vous rappelez peut-être de la phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Eh bien, certains, comment dirais-je, ont repris la phrase, « On ne naît pas femme, on le devient ». Eh oui. J'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis à bientôt. Au revoir.